démocratie, c'est tout simplement le régime du n'importe qui. C'est un scandale, la démocratie. Bien, bonsoir. Je voudrais commencer par saluer le courage des Ernest qui ont invité, qui plus est pour conclure cette journée, un ferment de désordre, c'est-à-dire un journaliste. Nous avons, vous avez, j'ai toutes les raisons de détester souvent les journalistes, de les trouver insupportables, légers, superficiels, égotistes, narcissiques, suivistes, conformistes. À l'aune de nos convictions, à l'aune de nos savoirs, à l'aune de nos connaissances, nous jugeons leur travail et nous le jugeons sévèrement et nous avons raison. Et donc, je suis là, ici, non pas pour défendre les journalistes, mais pour vous dire, malgré ce que je viens de dire, pourquoi vous avez besoin de journalistes. Et je vais vous le dire en parlant non pas de ce métier, non pas de ces règles que vous connaissez évidemment, vérifier, recouper, sourcer, contextualiser, mais en vous parlant de la démocratie, en vous parlant de ce bien commun mystérieux qu'on brandit dans des discours, dans des grandes phrases, et finalement que nous ne vivons peut-être pas assez. De la démocratie, justement, comme acceptation du désordre, acceptation de la contradiction, acceptation du conflit, de la démocratie comme complexité, comme un écosystème complexe fait de relations, de pouvoirs, de contre-pouvoirs, de contestations, de discussions, fait d'horizontalité bien plus que de verticalité, fait de participation bien plus que de représentation. De la démocratie comme un mouvement, comme une invention, comme un inachèvement permanent. Quand on vous parle, y compris par les temps qui courent, de tradition républicaine, dressez l'oreille, car c'est ce mouvement que l'on veut interrompre. C'est cette dynamique que l'on veut tout d'un coup figer. C'est cette invention que l'on veut tout d'un coup appauvrir. La démocratie, oui, comme invention, comme mouvement, comme dynamique. Et justement, l'inverse de ce que Tocqueville, qui pourtant n'était pas un radical, désignait comme le risque d'une tyrannie douce, où finalement, le peuple, nous nous contenterions de sortir tous les 5 ans de notre servitude pour choisir notre maître, avant d'y retourner durant 5 ans. De la démocratie comme quelque chose qui nous requiert, qui nous exige, qui nous convoque, qui doit nous mobiliser. Alors c'est quoi la démocratie ainsi entendue? Ainsi entendue, non pas comme un dogme, non pas comme un code, mais comme un mouvement, je l'ai dit, c'est-à-dire comme un idéal. Ou pour être plus concret, plus précis, nous venons de parler avec un aventurier qui marchait, eh bien, comme cet horizon que l'on recherche quand on fait une randonnée, une ascension, quand on essaye de gagner le point de vue, qui va vous soulever, qui va vous enlever, qui va vous emmener, qui va vous aider à vous déplacer, vous donner envie d'un autre espace d'air, de respiration. Alors cet idéal, jamais achevé, toujours en construction, comment le définir? La démocratie, c'est tout simplement le régime du n'importe qui. Et c'est bien pour ça que la nuit du 4 août 1789 restera comme le saut de l'ange, le saut dans le vide qui transformera la Révolution française. Le n'importe qui, sans privilège de naissance, sans privilège d'origine, sans privilège de diplôme, sans privilège de fortune, j'ai le droit de m'en mêler. C'est un scandale, la démocratie. Imaginez. Et vous êtes bien placé pour le savoir. J'ai les moyens, j'ai la naissance, j'ai donc les réseaux et je sais mieux faire que le commun des mortels. J'ai la puissance financière, j'ai la fortune, j'ai les leviers, je saurais être plus efficace.
J'ai les diplômes, j'ai le savoir, j'ai l'expertise, j'ai la connaissance. Je suis le sachant, je suis l'expert. Je saurai mieux que le peuple ce qui est bon pour le peuple. Nous devons vivre ce scandale. Nous devons vivre cette contradiction. Nous devons l'accepter. Accepter cette idée que oui, chacun, n'importe qui, peut s'en mêler, s'exprimer, manifester, voter, voir au scandale, se présenter aux élections, voir être élu, voire prétendre gouverner. Même si je suis un ouvrier, un employé, gouverner. La promesse de la démocratie, cette promesse, il suffit d'ouvrir les yeux, toujours inachevée, c'est celle-là, le n'importe qui de la démocratie. Et ce n'importe qui sera toujours au risque d'un conflit avec de nouvelles oligarchies. Les oligarchies de la naissance, de la fortune, du savoir, qui peuvent être désintéressées aussi bien que corrompues. Toutes ces oligarchies qui veulent garder cette démocratie pour elles. Alors, c'est là qu'arrive notre question. Comment faire vivre cette démocratie du n'importe qui? Eh bien, la condition première, c'est que pour exercer ce pouvoir du n'importe qui, j'ai besoin de savoir. Si le savoir est confisqué, si ceux qui ont la naissance, la fortune, le savoir, considèrent qu'ils en sont maîtres et que je n'ai pas à être informé sur les affaires publiques et que l'on peut s'arranger en secret de ce qui concerne l'intérêt public, eh bien ce n'importe qui ne peut pas s'exercer. Je voterai, certes, mais je voterai sans savoir et je voterai en me trompant. Pour que ce n'importe qui vive, il y a un droit fondamental qui est ce droit de savoir. Ce droit de savoir légitime la profession dont je fais partie. Mais ce n'est pas le droit des journalistes, c'est le droit des citoyens. La liberté de l'information n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens. Il y a une formule d'une modernité exceptionnelle prononcée par celui qui fut le premier maire de Paris et le premier président du tiers-État. Son nom est oublié, il s'appelait Bailly. La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. S'agissant des affaires publiques, la publicité est la règle. Et le secret, s'il y en a, doit être l'exception. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Sinon, la démocratie, nous n'y sommes pas. Sinon, le n'importe qui, nous n'y serons jamais. C'est une question essentielle et qui est au cœur de ce que vivent aujourd'hui nos démocraties, y compris dans la révélation, comme le soulignent certains magistrats anti-mafia en Italie, de l'obscénité du pouvoir, de l'obscénité de la corruption, de l'obscénité du mélange des intérêts publics et privés. Obscène, obscenum, ce qui est hors la scène, ce qui est caché, ce que l'on ne veut pas nous montrer. Alors, une fois que l'on a posé cela, la démocratie, comme complexité, écosystème, le droit de savoir, comme son levier essentiel, reste la question la plus difficile philosophiquement. Savoir, mais savoir quoi? On confond trop souvent la liberté de l'information avec la liberté d'expression. Ce droit de dire ses opinions. Mais est-ce que l'expression des opinions suffit à faire vivre une démocratie? Eh bien non. Les opinions peuvent être trompeuses, peuvent être mensongères. Le pire ennemi de la vérité n'est pas le mensonge, ce sont les opinions, disait Nietzsche dans Humain, trop humain. Parce qu'au fond, nous avons tous des convictions, nous avons tous des certitudes, des préjugés, des croyances, des origines, des sensibilités. Et tout notre problème pour faire vivre ce droit de savoir, c'est d'accepter des faits, des vérités qui vont déranger nos opinions. S'il n'y a de vérité que celles qui sont conformes à nos opinions, il n'y a plus de mouvement, il n'y a que la fixité, l'immobilité de chacun pour soi. Cette question a été posée dans un texte que je tiens pour le manifeste philosophique, démocratique du journalisme, par une philosophe, Hannah Arendt, après qu'elle ait été gravement calomniée après son reportage pour le New Yorker Eichmann à Jérusalem. Vous vous souvenez, ce texte devenu canonique sur la banalité du mal, le crime de bureau.
Ce texte, Vérité et politique, Truth and Politics, que vous trouverez dans le recueil Crise de la culture, oppose, en prenant de Leibniz un faux ami, les vérités de raison, qui ne sont pas toujours raisonnables, aux vérités de fait. Les vérités de raison, ce sont les vérités de croyance, de conviction, de certitude, de préjugés. Il y en a de pertinentes et il y en a de très folles. Et, dit Hannah Arendt, ces vérités-là ne sont jamais menacées. Notre cerveau en produira toujours des milliers. Et en revanche, celles qui, dans notre monde apparemment surinformé, sont les plus fragiles, sont les plus délicates, sont les plus sensibles, doivent le mieux être défendues, ce sont celles qu'elle appelait les vérités de fait. Ces vérités de fait qui vont créer le déplacement, qui vont provoquer la conversation entre nous, qui vont bousculer nos opinions. Car s'il n'y a que nos opinions, ton opinion contre la mienne, ma certitude contre ta certitude, ma croyance contre ta croyance, mon identité contre ton identité, ma communauté contre ta communauté, ma religion contre ta religion, et ainsi de suite. C'est la guerre de tous contre tous. Pour qu'il y ait une dynamique démocratique, il faut qu'au cœur du débat d'opinion, il y ait ces vérités de fait. Et donc c'est ça la vraie question d'une démocratie, c'est d'être capable, comme le disait Michel Foucault, de vivre en vérité. Vivre en vérité, ce n'est pas simplement tout dire, c'est tout dire indexé à cette vérité factuelle, à cette vérité de fait. C'est avoir le courage d'accepter la vérité qui nous blesse, qui nous dérange, qui nous bouscule, qui nous transforme. C'est accepter cette idée que vivre en vérité, eh bien, c'est exiger que les actes soient conformes aux paroles. Et disait Foucault, loin de l'affrontement brutal des opinions, des haines, des insultes, c'est une pratique douce, c'est une pratique apaisante, c'est une pratique qui crée cette démocratie vivante dont je parlais au début. Dire cela, c'est constater entre nous, et c'est notre responsabilité à tous, que nous sommes encore dans un bien faible, voire préhistorique, écosystème démocratique. Un écosystème démocratique où, je l'ai dit en parlant de la tyrannie douce, où au fond nous remettons nos destinées encore au pouvoir d'un seul qui, à lui seul, détermine l'ensemble des autres majorités, suivisme, décisions, mise en scène. Nous sommes encore à l'âge de la servitude volontaire que soulignait la Boétie. Et vous vous souvenez de la phrase de Montaigne dans les Essais quand il parle de cet extraordinaire, c'est comme ça qu'il sera surnommé dans sa circulation clandestine, ce traité de la servitude volontaire, cet extraordinaire contraint de la Boétie, contre l'unicité, contre le refus de la pluralité, de la diversité, du conflit, justement. Eh bien, Montaigne disait, en citant Plutarque, c'est probablement d'avoir lu dans Plutarque qu'une peuplade était en servitude éternelle pour ne pas savoir dire une syllabe qui est non, qui a donné à la Boétie l'idée de son traité de la servitude volontaire. Voilà ce dont je voulais vous parler à l'ère du numérique qui exige cette radicalité démocratique, car il a remis le débat d'opinion à sa place. Il appartient à tous, le débat d'opinion. Les journalistes n'en sont pas propriétaires, c'est une liberté d'expression des citoyens. Donc les journalistes sont remis à leur place, à leur juste place. Produire ces vérités de fait. Produire ces vérités de fait qui vont nous déranger. Se battre pour cet écosystème de la démocratie vivante où nous accepterons ces vérités qui nous dérangeront, qui nous mettront en mouvement. Je suis ici à l'école normale et je pense à quelqu'un qui l'a fréquenté et dont on va commémorer le centenaire de la mort, c'était en septembre 14, le lieutenant Charles Péguy. Péguy, quand il lance contre les vérités d'État, les vérités de parti, les vérités d'autorité, les cahiers de la quinzaine, écrit dans sa lettre du provincial que son but est de dire toute la vérité, toute la vérité. Rien que la vérité, dire bêtement la vérité bête, ennuyeusement la vérité ennuyeuse, tristement la vérité triste. Alors, je vous dois une vérité. Je parle d'un lieu qui s'appelle Mediapart. Et Mediapart, comme les Ernest, c'est un petit poisson. C'est un petit poisson qui nage face à des gros requins dans une mer polluée.
Alors c'est bien de dire « Petit poisson, courageux, encore une révélation, allez, fais-nous du bien ». Eh bien, je préférerais, plutôt que simplement nous donner ce compliment que j'accepte, je préférerais que vous nous aidiez tous à dépolluer la mer. Merci les Ernestes.